Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. L'Afrique fait face à une urbanisation galopante. La population qui ne cesse d'arriver dans les centres urbains est confrontée à un sérieux déficit infrastructurel. Pourtant, des experts estiment qu'il y a des niches d'opportunités en matière d'industrialisation. Nous en parlons avec les experts des Nations Unies pour la Commission économique de l'Afrique centrale. Sur ce plateau spécial avec nous, Semia Tapia. Bienvenue. Merci. Vous êtes experte des questions d'urbanisation pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Quels sont les problèmes d'urbanisation que rencontrent la plupart des villes africaines ? Bon, on va commencer par les problèmes, mais après il faudra qu'on se penche sur les opportunités. Et c'est pour ça qu'on est là. Traditionnellement, on a toujours vu, conçu et approché nos villes d'un point de vue, je dirais, négatif et même très négatif. Si on lit la plupart des documents de politique, les déclarations qui sont faites, les articles qui sont écrits par nos journalistes dans le continent, les villes sont approchées avec beaucoup de précautions. Et peut-être qu'il y a une raison très profonde, c'est que nos villes ont été abandonnées par rapport à tout ce qui est planification. Aujourd'hui, nous avons des concentrations humaines, mais qui n'ont pas été planifiées et pour lesquelles on n'a pas été capable de concevoir des politiques d'appui et surtout pour en tirer profit. Donc nos populations au niveau du continent cherchent à se concentrer parce qu'il est très clair que plus on se concentre, plus il est facile de résoudre ces problèmes. Par exemple, il est beaucoup plus facile d'avoir accès à une école dans une ville que dans un village. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup moins cher pour un État d'installer des écoles dans des villes que d'installer 1000 écoles dans 1000 villages. Donc il y a ce qu'on appelle les économies d'échelle, les effets d'agglomération qu'offrent les villes et qui n'ont jamais été perçus par nos politiciens et nos décideurs. Jusqu'à présent, on parle des villes comme un phénomène démographique. On parle de taux d'urbanisation qui aujourd'hui se situe autour de 40% sur le continent africain. Alors, est-ce que ces villes africaines, notamment en Afrique subsaharienne, est-ce qu'elles ont la capacité de répondre aux besoins sans cesse croissants de ces populations qui quittent des villages et qui cherchent, par exemple, un logement pour pouvoir continuer à travailler dans les centres urbains ? Ceci est une question très pertinente. Nos populations cherchent à se concentrer et à tirer profit du fait urbain, mais la question se pose, est-ce que nos décideurs et nos politiques sont à la hauteur de la demande de nos populations ? Donc, ce que nous avons observé, nous, c'est que à la suite des programmes d'ajustement structurel qui ont eu lieu, qui ont été mis en place et mis en œuvre surtout presque tout le continent africain, nos États membres ont éliminé toute capacité interne de planification stratégique et notamment de planification territoriale et urbaine. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des villes dans un cadre très particulier, un cadre où nos États n'ont pas planifié leur développement. Donc aujourd'hui, on constate un renouveau de la planification stratégique et de long terme. Et la question se pose, quel rôle pour les villes dans le cadre de ces stratégies ? Donc, en réponse à votre question, si pendant des années on a laissé aller les villes se développer au gré des possibilités qui ont été offertes aux entrepreneurs et aux populations. Aujourd'hui, il s'agit de les regarder d'une manière différente et de les intégrer dans les stratégies de manière à mieux répondre à leurs besoins. On a besoin de villes dans le continent africain. Alors, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a observé plusieurs villes en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique australe. Quelle est l'analyse comparative que vous pouvez faire
par rapport à ces différentes sous-régions, des modèles de ville et d'urbanisation? Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que bon, dans la plupart des cas, nous avons des villes qui ont, comme je disais, qui ont émergé sans les intégrer à la problématique de développement parce qu'il n'y avait aucun mécanisme de planification nationale, territoriale et urbaine dans nos pays. Ce n'est qu'une préoccupation nouvelle pour nos États. Mais certains pays au niveau du continent africain ont commencé à mieux potentialiser, donc à investir et à mieux analyser et à mieux planifier leur ville. Nous avons le cas de l'Éthiopie, du Rwanda, le cas du Maroc, le cas de la Tunisie. Ce sont des cas particuliers et dans le cas de l'Éthiopie, par exemple, ils ont des politiques d'urbanisation délibérées, c'est-à-dire ils veulent s'urbaniser rapidement. Et ils ont commencé à créer ce qu'on appelle des pôles de croissance et de transformation industrielle dans l'espace et ils ont commencé à créer énormément de villes nouvelles. Nous avons aussi maintenant des intentions de gouvernement comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et autres qui veulent adopter la même démarche, c'est-à-dire planifier dans le territoire des pôles de croissance, créer des villes autour et à travers ça, pouvoir répondre aux besoins de développement et aux besoins des populations en termes de logement, de services de qualité, de connectivité. En clair, Semia Tapia, vous voulez lier les pôles de croissance industrielle au développement urbain. Oui, c'est pas ce qu'on veut, c'est ce que la théorie économique, ce que l'expérience historique, ce que la pratique actuelle nous a démontré. C'était la meilleure manière de s'industrialiser et de s'urbaniser de manière productive, inclusive et durable. Si on continue à concevoir des villes tout à fait détachées de notre logique économique, détachées de notre dynamique de production, détachées de notre transformation, détachées de nos campagnes. Aujourd'hui, nos villes consomment énormément de produits importés parce qu'on n'a pas encore compris que nos villes peuvent améliorer le sort de nos paysans. Nous avons énormément de besoins en aliments mais aussi en produits très sophistiqués. C'est la particularité des villes. Et le monde rural en Afrique subsaharienne est coupé des centres urbains. Voilà, on est coupé en termes d'infrastructures, d'information, de capacité de production de nos fermiers. Donc si on arrive à avoir une vue intégrale des problèmes du continent, de territoires liés au secteur, l'agriculture liée à l'industrie, les villes liées au monde rural, on pourrait avancer plus vite et mieux répondre aux préoccupations qui sont vraies. On observe nos villes, il y a des problèmes de déficit, de logement, on doit se transporter 2 ou 3 heures pour aller de la maison au travail. Il y a des problèmes sérieux. En plus, on a révélé dans notre étude, le rapport économique sur l'Afrique de 2017, qui porte sur industrialisation et urbanisation, que nos villes africaines sont parmi les plus chères au monde. Qu'est-ce qui explique cette cherté des capitales africaines alors que paradoxalement les populations vivent sous le seuil de pauvreté? Voilà, nous avons des niveaux très élevés de pauvreté, notamment urbaine et rurale, mais nos villes sont extrêmement chères et c'est lié à notre structure de coûts. Nous avons des coûts en termes d'internet, d'électricité, de transport, les politiques fiscales qui ne sont pas toujours cohérentes avec nos politiques productives. Nous avons des villes extrêmement chères et nos niveaux de revenus par rapport aux autres villes du monde sont extrêmement bas. Justement, ça pose la question, ça se fait ressentir notamment dans l'accès au logement, qui est une épineuse problématique dans les centres urbains en Afrique subsaharienne, où pratiquement les travailleurs versent les 3/5 de leur salaire vont dans le logement. Du coup, on a du mal à pouvoir justement subvenir aux besoins de la famille. Est-ce que cette réalité-là, vous l'avez également vécue à travers vos études? Bien sûr, et nous, on a analysé les politiques de logement qui ont été adoptées par certains États membres et pour qui ça a marché. Ce qu'ils ont fait de manière fondamentale, c'est de lier la politique du logement avec leur politique industrielle. Au lieu d'attendre de produire 2 ou 3 maisons par mois parce qu'on doit tout importer, on peut produire 100 par mois si on développe en amont une industrie et
des services qui répondent à cette demande. Donc, si on ne voit plus le logement comme une question sociale, mais comme une question économique, on change tout le paradigme et tout devient possible. Et c'est ce qu'on a observé dans des pays comme l'Éthiopie, comme l'Égypte, le Maroc, le Rwanda, qui ont développé des politiques de logement articulées à leur politique économique et industrielle, avec bien sûr des politiques d'incitation au secteur privé, d'appui aux familles. Donc c'est une panoplie de mécanismes et d'instruments qui ont été utilisés et qui ont permis de réduire le taux de population qui habite dans les bidonvilles à des niveaux très bas. C'est le cas de l'Algérie également. Donc il y a des initiatives dans le continent et on doit apprendre avec ce qui se fait sur notre continent. Justement, cette question d'aménagement du territoire en prenant en compte les pôles industriels, elle est encore pas du tout perceptible, notamment en Afrique centrale, dans une certaine partie des pays d'Afrique francophone, du côté de l'ouest du continent africain. Alors là-bas, il y a une démographie qui est très importante et une exode rurale qui est dirigée vers les centres urbains. Quelle est la problématique? Comment vous analysez les politiques de planification urbaine dans ces pays-là? Bon, 2 points de votre présentation. L'une, c'est par rapport à la problématique de la démographie. On dit qu'il y a une démographie galopante sur le continent. Mais il faut bien réfléchir à ce qu'on dit généralement. La démographie dans le continent n'est pour nous, en tant que Commission économique pour l'Afrique, en tant que Nations Unies, ce n'est pas un problème. Nous avons, si on prend par exemple le continent européen, il y a presque 400 millions, 500 millions, un demi-milliard de personnes. Le continent africain peut contenir 6 fois le continent européen, n'est-ce pas? Et nous sommes seulement 1 milliard d'habitants. Donc notre densité est très basse. Ce que nous n'avons pas, c'est le développement. Donc, on ne va pas commencer à réfléchir à réduire nos taux de fertilité si on ne se développe pas. La planification familiale est liée au développement. Les femmes, les familles ont le droit de choisir le nombre d'enfants. C'est pour ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on doit développer des programmes de planification familiale. Mais on ne peut pas leur demander de réduire puisque nous avons des densités très faibles. Le continent, si on était capable d'offrir, si on avait fait des efforts pour offrir à nos populations du travail, du logement, des services de qualité, de la sécurité, on ne parlerait jamais des problèmes de population. Comparer le continent africain avec le continent asiatique, on ne dit jamais qu'il y a trop d'Asiatiques. On dit toujours qu'il y a trop d'Africains. Donc ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas assez de développement. Donc la question n'est pas la population sans cesse croissante. Le problème, c'est la planification du développement social et économique. C'est comme vous le dites, c'est le développement économique, social, territorial, urbain. C'est la vision. En fait, une vision doit tout ramasser et ensuite on décline ça en politique sectorielle. Ce que nous proposons aux États membres, c'est d'avoir une vision. Où est-ce que vous voulez être en 2030-2035? Mais alors, Sémia Tapia, vous savez que les pays africains ont des visions. Hein. Le Cameroun, l'horizon 2035, le Gabon, environ 2020-2025. Alors, est-ce que ces différentes horizons, cette vision d'émergence, est-ce qu'elles intègrent réellement cette planification urbaine liée à la fois au développement des villes et bien sûr au pôle industriel? Voilà, très bien. Votre question est très pertinente. Et en fait, c'est pour ça qu'on a développé on est en train de développer ce genre de réflexion. C'est pour dire aux États membres, bon, vous avez une vision maintenant, mais il faut voir comment l'atteindre. Et c'est là qu'il faut établir des priorités et savoir ce qui est stratégique et quels sont les leviers. Donc, nous considérons, au vu de la théorie et de l'expérience internationale et régionale aussi, que la stratégie nationale de développement devrait se baser sur un grand pilier qui s'appelle l'industrialisation. On rêve de s'industrialiser. On veut augmenter notre valeur ajoutée. On veut augmenter la valeur ajoutée des produits que le Cameroun, que le Tchad, etc. produisent. On veut produire de nouveaux produits auxquels on n'aurait jamais pensé. On veut les produire. Une fois qu'on a décidé ça,
Que faut-il faire ensuite? Ensuite, on décline toutes les politiques territoriales, urbaines, sociales, agricoles, culturelles, de sécurité, commerciale, macroéconomique, monétaire, fiscale et de commerce autour de ça. Tout doit être articulé autour d'un seul objectif, de s'industrialiser, parce que nous avons observé que la seule manière de pouvoir répondre aux besoins de vos populations en termes d'emploi, en termes de sécurité, en termes de qualité de vie, c'est à travers des processus d'industrialisation qui permettent petit à petit à la société, à nos institutions, à nos économies de s'approprier des nouvelles connaissances, de s'approprier des nouvelles technologies, d'augmenter nos revenus, notre productivité et d'être compétitifs sur le plan international et de regarder les marchés internationaux comme des marchés où nous aussi on peut y jouer. Alors on a vu que les pays africains se concentrent sur les capitales, vous l'avez certainement observé, Douala, Yaoundé au Cameroun essentiellement, qui concentrent une grande partie de la population active et qui font face à une urbanisation galopante. Il y a également Cotonou, il y a Abidjan également et Dakar aussi. Que faut-il faire face à cette concentration tout azimut sur 2 ou 3 villes dans des pays où il y a plusieurs régions? Bon, je pourrais répondre très bien, votre point vraiment très pertinent. C'est ce qu'on appelle la primauté des villes en Afrique. On observe qu'on a 1 ou 2 villes et le reste est laissé à l'abandon. Donc, plusieurs aspects. Il est très important d'avoir des villes très importantes pour le développement. Pourquoi? La taille est importante pour le développement. Nous considérons qu'encore en Afrique, nous n'avons pas de villes assez grandes. Peut-être à part le Caire et Lagos. Déjà, quels sont les paramètres qui permettent d'identifier une ville, pour que l'on soit clair? Bon, les paramètres, je vais essayer de répondre à votre question, après je vais sauter aux paramètres. Ça d'une part. La primauté des villes est un problème, mais n'est pas un problème. Avoir une grande ville ou 2 grandes villes importantes, il faut qu'elles soient productives, il faut qu'elles soient liées au tissu économique, il faut qu'elles créent de la valeur ajoutée. Mais si nous n'avons que des villes, comme nous les appelle, des villes de consommation, il y a un problème. 2, si nous avons une ville qui n'est pas liée aux campagnes, il y a un problème. Donc, c'est la qualité, la nature de la ville capitale qu'on doit discuter, pas le fait qu'on ait une grande ville. Mais ce que nous suggérons à travers nos études et à travers l'expérience internationale, il est très important de développer un système de villes. C'est-à-dire, on a une ville primaire, secondaire, tertiaire, un réseau de villes articulé non autour de critères administratifs et politiques, mais économiques. Donc, les pôles de croissance devraient en principe être les nouvelles villes de nos pays. Donc, nous avons hérité du colonialisme une capitale qui était destinée à prendre des ressources de l'intérieur et les emmener vers l'extérieur. Comment changer donc ce modèle? Exact. Aujourd'hui, nous devons reconfigurer notre territoire, notre distribution, la nature de nos villes, leur implantation en fonction de notre nouveau modèle de développement. Donc, il faudrait réfléchir où est-ce qu'on peut mettre nos industries. Où est-ce qu'on peut se connecter avec les frontières et les pays voisins? Où est-ce qu'on peut être connecté avec le reste des chaînes de valeur internationales? Une fois qu'on répond à ça, nos villes devraient s'implanter autour de ça. Donc aujourd'hui, ce qui a primé, ce sont les critères administratifs et politiques pour identifier une panoplie de régions, de sous-régions, de communes, mais elles ne peuvent pas survivre s'il n'y a pas un tissu économique qui justifie leur existence. Donc ce que font nos communes, très souvent, elles sont très pauvres, très mal équipées et passent leur temps à demander des transferts à l'État central, qui est, je dirais, un petit gâteau que tout le monde veut. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est augmenter la taille de ce gâteau. Mais donc, pour l'augmenter, il faut regarder à nos politiques industrielles et agro-industrielles de manière différente. L'agriculture doit alimenter l'industrie.
Les villes peuvent avoir un effet d'entraînement sur les campagnes. Pourquoi? Vous voyez que dans nos villes, nous consommons énormément et nous consommons de manière différente. Donc, si on avait beaucoup plus d'interactions entre les villes et les campagnes, on pourrait avoir des effets d'entraînement sur le niveau de vie de nos campagnes. Alors ça, c'est la question des infrastructures de transport. Comment les collectivités territoriales décentralisées peuvent-elles intervenir dans ce nouveau modèle de développement urbain axé sur les pôles industriels, alors que en Afrique, on a un pouvoir hyper centralisé en matière de décision et de planification urbaine. Comment les collectivités territoriales peuvent-elles intervenir dans cet axe? Oui, la politique territoriale doit avoir une vision et cette vision se base sur des décisions qui sont prises au niveau central en consultation bien sûr avec les différents secteurs, les différents partenaires nationaux, je dirais le secteur privé, les universités, la société civile et tout ce qui est au niveau sous-national. Hein. Donc décliné en région ou en commune, cela dépend des pays. Bon, ça c'est la vision. Cette vision est fondamentale. On ne peut pas demander à nos autorités locales de donner la vision du pays. Ce n'est vraiment pas d'en bas en haut, c'est d'en haut en bas dans ce cas. Parce qu'il est très important d'articuler le territoire en fonction d'une logique nationale. Et des fois, il y a des priorités qu'il faut établir. Donc, il y a des zones qui seront prioritaires parce qu'elles ont un grand potentiel et il y a des zones qui devront attendre. Donc, on ne peut pas attendre la décentralisation comme une réponse à tous nos problèmes. Non, la décentralisation doit être une réponse à nos problèmes. Est-ce qu'on en a besoin à ce niveau ou à un niveau plus élevé, à un niveau moindre? Donc, au lieu de mettre tout le poids sur nos autorités locales, il faudrait mieux, au niveau central, définir quelles sont des zones prioritaires de transformation agro-industrielle et autres, d'innovation technologique, de connexion avec l'extérieur, de stockage et ensuite la dimension institutionnelle, la dimension gouvernance devrait s'articuler autour de cette vision et non l'inverse. Parce que l'inverse qu'on a vu jusqu'à présent, c'est tout le monde veut la même part, sans priorité. Et comme nous avons des ressources limitées, il faut établir des priorités. Et quand on établit des priorités, aujourd'hui on fait ici, demain on fera là-bas. Mais on ne peut pas faire tout le territoire en même temps. Et c'est ce qu'on a observé dans beaucoup de pays qui ont réussi. Ça a été, ils ont établi leurs priorités, ça a été progressif. En clair, une planification au niveau du développement urbain avec des villes prioritaires en fonction du potentiel économique et industriel. Exactement, ou d'innovation technologique, ou de connexion à l'extérieur. Nous avons par exemple ce qu'on appelle les villes transfrontalières, donc ce sont des pôles de croissance très importants, parce qu'il y a des effets d'agglomération, des effets qui se sont créés et qui ont des raisons profondes économiques. Comment en tirer profit pour mieux exporter vos produits? Donc ça a toute une dynamique importante. Il y a les ports, les aéroports, là où les universités sont implantées, là où vous avez vos ressources naturelles, donc l'agriculture, les rivières. Donc il y a tout ça qui peut articuler au-delà de la division administrative et politique, comme je disais. Justement, Semia Tapia, vous êtes en Afrique centrale, à Douala, la capitale économique, pour assister et partager votre expertise avec les différentes administrations publiques et bien sûr le secteur privé de la sous-région Afrique centrale. Que proposez-vous à l'Afrique centrale en matière d'urbanisation et d'industrialisation? Voilà, c'est ce qu'on a proposé au cours de ces débats et de nos présentations et du dialogue de politique qu'on a eu avec vos experts de la sous-région. C'est d'abord de changer d'approche vis-à-vis de la problématique de l'urbanisation. Donc il ne faudrait plus voir l'urbanisation seulement dans sa dimension démographique, sociale. On parle très souvent, nous avons 30%, 40%, 20%, 60% de population dans nos villes, dimension démographique, et les problèmes sociaux, nous avons les bidonvilles, le problème d'accès au logement, le problème d'accès à l'eau, à l'électricité. Bon, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a vu. Mais comment s'en sortir? C'est ça le problème. Donc ce qu'ont fait les États membres jusqu'à présent, c'est des transferts. Et on laisse énormément de responsabilités à des municipalités qui ne pourront jamais répondre à un besoin, par exemple, d'infrastructure.
Ça, c'est le rôle de l'État central. Ou bien visualiser leur potentiel en connexion avec le reste des municipalités. Parce qu'elles sont confinées dans des divisions administratives à leur échelle. Donc, il est très important de changer de perception. Donc, le paradigme de l'urbanisation devrait être conçu de manière plus positive et plus dynamique et liée à la vision. Ça, d'une part. D'autre, c'est d'adopter une politique industrielle. Beaucoup de nos États membres n'ont pas de politique industrielle. En clair, c'est là le nœud du problème. C'est le nœud du problème dans notre continent. Et les seuls pays qui sont arrivés à la lumière de ce qui s'est passé en Asie, en Amérique latine, qui sont arrivés à améliorer le sort de leur population dans tous les sens, c'est grâce à des politiques industrielles inclusives et durables. Donc il faut que ce soit des industries qui génèrent des emplois. Et des emplois qui, à la longue, seront de qualité et de dynamiser la demande interne. Donc, il y a toute une coordination des politiques. Très souvent, le ministère de l'Industrie effectue sa politique de manière sectorielle ici. Les politiques commerciales sont séparées, les politiques fiscales sont séparées, les politiques monétaires. On n'arrive pas à voir que tout ça doit être très bien articulé avec un objectif. Améliorer le sort de mes populations à travers mon industrialisation. Parce que c'est comme ça que je vais pouvoir répondre à mes problèmes de pauvreté, de chômage et de faible accès aux services de qualité de vie et de sécurité. Une fois qu'on comprend ça, ce paradigme est fondamental. Merci Semia Tapia. Je rappelle que vous êtes experte des questions d'urbanisation pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et vous participez à ce comité d'experts, comité intergouvernemental d'experts pour l'Afrique centrale. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.